Bienvenue à vous et bonjour à tous. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Députée écologiste de la NUPES, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la contestation contre la réforme des retraites se durcit et où l'Assemblée nationale donne à voir un spectacle explosif dans une ambiance délétère. Nous allons parler de votre stratégie, celle de la NUPES, bien sûr. Vous militez, Sandrine Rousseau, pour des actions radicales, mais sans violence. Dites-nous, vous nous expliquerez la nuance. Nous évoquerons aussi vos prises de position, notamment sur le sujet des violences sexistes et sexuelles avec les cas Quatennens et Bayou. Sur tous ces sujets, pour vous interroger à mes côtés, mes camarades, Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors Sandrine Rousseau, après la 4e journée de mobilisation hier, de manifestation, les syndicats appellent à une nouvelle journée. Ce sera le 16 février, avant un appel à bloquer le pays le 7 mars. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bloquer le pays? Est-ce que c'est un slogan? Ça veut dire faire une grève la plus large possible pour qu'on se rende compte un peu de ce que font ces travailleurs et ces travailleuses de première ligne et qu'enfin, il y ait un rapport de force qui s'installe qui montre que si les travailleurs, enfin si les salariés ne travaillent plus, en fait, plus rien ne fonctionne, quoi. Voilà. Dans le journal du dimanche, Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, ne croit pas au blocage du pays, Sandrine Rousseau. Elle pense que si le blocage s'installe et s'intensifie, au contraire, ça va finir par jouer pour le gouvernement. Elle a tort. Enfin, si Aurore Berger sentait le pays et sentait les vibrations du pays, je pense que ça se saurait, ça se verrait actuellement. Et là, en l'occurrence, ils sont complètement à côté de ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est vraiment une espèce de colère sourde, mais une colère absolument déterminée pour arrêter ce projet et ne pas travailler 2 ans de plus. Et là, je pense... Ouais. Ah oui, je pense qu'il y a une colère sourde, importante, sereine, pas violente précisément, mais une colère très, très, très déterminée chez les gens. Et je respecte beaucoup cette colère parce qu'elle est très saine, en fait. Alors, vous prenez justement des actions radicales, mais sans violence. Quelle est la nuance? Ça peut être des actions de blocage comme le 7 mars, par exemple, sans qu'il y ait de violence vis-à-vis des personnes, voilà. Enfin, c'est assez simple, en fait. Alors, violence contre les personnes, vous identifiez, mais violence, par exemple, si... volonté de, je dirais pas saccage, mais une volonté quelquefois de taguer, volonté de bloquer véritablement physiquement comme les écologistes le font quelquefois. Si c'est tagué à la craie, mettre un 60 ans à la craie sur la porte de l'Assemblée nationale, oui, je ne pense pas que nous soyons dans un désordre social qui menace l'ordre social. Enfin, rien de tout cela, c'était juste un tag à la craie. Donc oui, tout ça, je le soutiens, d'autant que je précise quand même que cette réforme a pour but de faire travailler tout le monde, plus de 2 ans, et surtout d'interdire de prendre la retraite, en fait. Donc, c'est une interdiction à avoir du temps, y compris quand on a des douleurs, quand on n'est pas bien, quand nos corps disent non. Et combien de personnes vont au travail le matin en ayant des douleurs? Et en fait, au nom de quoi on demande ça aux gens? Au nom de quoi demande-t-on aux gens, alors qu'ils ont mal partout, alors qu'ils sont peut-être même affectés psychologiquement dans le cadre de troubles psychosociaux, de burn-out, de choses comme ça, au nom de quoi on leur demande de travailler? Pourquoi? Pour faire du fric. Pour faire de la croissance, pour faire du PIB. Mais en fait, là, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. On a un réchauffement climatique qui arrive, qui est majeur. Et tout le monde, après le Covid, se demande à quoi ça sert ce que l'on fait. C'est ça la question que tout le monde se pose après le Covid. Tout le monde se dit, mais au fait, à quoi ça sert ce que je fais? Eh bien, aujourd'hui, il faut retrouver du sens. Vous évoquiez à l'instant une colère sourde. Vous y voyez donc d'autres causes que ce projet de réforme des retraites? Vous y voyez des causes plus profondes à cette colère? Oui, je pense que c'est ce que je vous disais sur le Covid. Il y a vraiment une quête de sens, une quête de valeur, une quête de retrouver aussi du temps pour soi, du soin de soi. Et puis, je pense que cette espèce de course folle à la croissance, au profit, à la production, à la productivité. Tout le monde s'interroge pour dire, mais en fait, Madame ça sert Rousseau, à quoi? c'était une course folle à la croissance, on le ressentirait par notre taux de croissance. On en est encore loin quand même. Course folle. Mais précisément, vous voyez un système libéral, néolibéral. Vous parlez du Covid. Il y a eu quand même un quoi qu'il en coûte qui a été installé dans notre pays quand on compare par rapport à d'autres pays. Vous voyez aujourd'hui ce système néolibéral, capitaliste qui est à l'œuvre véritablement? Oui, et en Malgré l'occurrence, tout ce qui a c'est été installé précisément parce que les taux de croissance ne sont pas assez élevés qu'on va la chercher comme ça avec les dents. On n'a pas changé de discours finalement depuis Nicolas Sarkozy. Allons chercher la croissance avec les dents, mais là, la croissance, elle nous envoie dans le mur aujourd'hui. Et je pense que tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre, d'une manière consciente ou inconsciente, d'une manière, j'ai envie de dire presque intime ou politique. On ressent ça, Oui. qu'on va dans le mur et qu'on ne sait pas où on va. Il y a une légitimité à la fin. Est-ce que l'Assemblée nationale est légitime
Ah bah, Non, l'Assemblée attendez, nationale est par légitime. Je n'ai pas terminé ma question. Par rapport à la rue, et c'est-à-dire qu'à un moment où la fin de la récré, pardonnez-moi, sociale sera sifflée, si la loi est votée, ça sera terminé. Je ne crois pas que ce soit terminé parce que l'Assemblée nationale a la majorité qui est issue des urnes juste après la présidentielle. Mais je crois que là, la rue a envie de se faire entendre. Et je pense, quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera. Mais, au-delà, je pense- en dernière instance, il y a un endroit qui est plus légitime que l'autre. Est-ce que c'est l'Assemblée ou est-ce que c'est la rue? Si l'Assemblée vote, c'est un vote qui est illégitime pour vous? Alors, en fait, les légitimités sont diverses. Il n'y a pas une légitimité. La légitimité de la rue, elle existe. Emmanuel Macron a été élu à un moment donné de l'histoire politique, de l'histoire de la France. Voilà, il a été élu dans des circonstances particulières. Les circonstances ont changé depuis son élection, et la preuve, puisque là, la rue se lève. Et donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on a été élu pendant 5 ans qu'on ne peut pas entendre les changements dans la population pendant ces Mais il y a 5 pas années. que Ça lui qui n'est a pas été possible, élu. en fait. Les députés, vous-même, vous avez tous été élus Tout à fait. à cette époque. Donc, Tout à il y a fait. quand même une légitimité de l'Assemblée nationale. Mais bien sûr qu'il y a qui existe. Enfin, je vous ai pas dit que. Non, mais Alexandre, une fois que c'est une fois que la voté, loi est vous votée. imaginez que le mouvement puisse Oui. enjamber le vote. Oui, et le par ailleurs, passage je de la continuerai réforme. à le soutenir, le mouvement, s'il continue malgré un vote négatif de la Vous appelez d'ailleurs à un vote qui puisse enjamber aussi donc à une mobilisation qui puisse enjamber le vote à l'Assemblée. Oui, bien sûr. C'est pas parce que c'est passé à l'Assemblée. On a vu déjà des textes de loi qui ont été votés et qui ont été retirés après. Alors, on y revient. Quelle légitimité reconnaissez-vous à l'Assemblée si même son vote peut être enjambé, peut être renversé, ça ne compte plus finalement? Et ça s'appelle le peuple, ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. La démocratie, en fait, mais c'est Rousseau, Jean-Jacques, qui analysait ça. De le préciser. Qui disait que, en fait, on donne aux élus un pouvoir de représentation, mais ça n'enlève pas au peuple la capacité à manifester son opinion, à dire ce qu'il souhaite Non, et mais ce bien qu'il sûr, ne souhaite mais pas. C'est le la cœur de la démocratie. démocratie est Simplement, on ne peut pas quand même au avoir tout le Parlement. peuple en permanence dans le Parlement, donc il faut qu'il y ait des représentants et des représentantes. Et j'en fais partie, et j'en suis très fière, et je suis très heureuse de pouvoir porter la voix des personnes, et je me sens une très grande responsabilité dans ce Parlement. Mais ça Mais les n'empêche députés de la évidemment majorité- pas la rue de s'exprimer, et au contraire. Les députés de la majorité diraient la même chose. Ils sont représentants. Ils ont été élus, ils ont le mandat populaire, tout comme vous. Bah, manifestement, Ils sont plus nombreux que vous. Manifestement, quand l'opinion publique montre qu'il y a 80% des personnes qui sont contre cette réforme, ils ne représentent pas leurs électeurs Mais alors, correctement. il faudrait être gouverné Ils par ne les sondages, dans représentent ce pas cas-là. leurs électeurs correctement. Non. Sinon, il y en aurait une partie qui aurait bougé de Pourtant, position. leur écharpe tricolore équivaut à la vôtre. Oui, mais une écharpe tricolore, ça n'est pas un pouvoir donné aux personnes de faire contre ceux qui les ont élus. La bonne tenue des manifestations, Sandrine Rousseau, il faut le saluer dans la rue avec beaucoup de monde, contraste avec une ambiance explosive, certains disent délétère à l'Assemblée nationale. À défaut de parler du fond de la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que vous diriez que le débat a touché le fond? Déjà, nous ne parlons que de fond à l'Assemblée. Nous ne parlons que... Les images Ah oui. qui sont renvoyées, vous pensez? Je ne sais pas quelles images sont renvoyées parce que je n'ai pas le temps de regarder et la télé et d'être dans l'hémicycle. vous y Donc je ne, mais vous savez, mais il y a pas dans de- l'hémicycle, je vais vous parler depuis la place que j'occupe, c'est-à-dire dans l'hémicycle. On parle de fond. On parle de pénibilité, on parle des métiers qui sont invisibles, on parle des premières lignes, des deuxièmes Pas tout le lignes. temps, quand même. On Vous parle parlez de pas ces tout le temps fond, personnes. c'est pas vrai. Vous parlez pas tout le temps de fond. Il y a beaucoup d'invectives, il y a beaucoup d'insultes, il y a des. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le temps. Les des appels débats au de fond. règlement se multiplient. Les Il y a des interventions rappels séances. au règlement, oui, mais... Ubuesque également, donc. Ben non, il n'y a pas tellement d'amendements ubuesques, non. Il y en a quelques milliers quand même. Non, mais ils ne sont pas Vous ubuesques. changez une virgule, vous changez une. Non, une non, 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 non. voyelle, Non, non, par exemple, moi, si si. on prend par exemple des amendements que moi j'ai déposés avec le groupe écologiste, on a une proposition, par exemple, de taxer les super dividendes. Et en fait, on a une proposition de taxation à 10%, puis à 9, puis à 8, puis à 7, puis à 6, puis à 5. Voilà. Mais en fait, le fond de cette affaire, Alors c'est de taxer les dividendes, les super dividendes, ce qui n'est toujours pas fait en France. Donc en fait, c'est que du fond de cette affaire. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie les amendements pour montrer au gouvernement à quel obstruction. point nous sommes déterminés. Mais alors, Pour faire madame- obstruction. Non, pour montrer à quel On a point un nous sommes amendement. déterminés. Votre collègue, Mme Tourdelier, disait qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. Oui, C'était votre objectif aussi? dans le respect du règlement intérieur. Oui, Oui. quand même. Le principe de la ZAD, c'était quand même un principe un peu anarchique. C'était aussi votre objectif?
En tous les cas, faire de l'Assemblée nationale un lieu où on ne laisse pas passer facilement des réformes qui changent à ce point-là en mal la vie des gens, oui. À quel prix, Sandrine Rousseau, vous dites qu'il y a plusieurs amendements, il y a des milliers d'amendements, dont un, et c'est le vôtre, renommé, c'est l'index senior, renommé l'index salade, c'est le cas? Feuille de salade. Alors, je l'ai retiré, cet amendement, parce que je ne voulais pas justement... Il existait. Oui, je l'ai déposé, tout à fait, mais je l'ai retiré pour qu'il ne soit pas discuté en Assemblée pour précisément rester sur le fond. Ceci dit, pourquoi je l'avais déposé? Parce qu'en fait, on a un index senior, c'est-à-dire qu'en fait, on a une réforme qui oblige les gens à travailler, on l'a déjà dit, qui va pénaliser les femmes, qui va pénaliser aussi tous ceux qui ont des métiers difficiles, tous ceux qui sont en première et deuxième ligne, tout ce qui est finalement essentiel. C'est tous les métiers essentiels. Bon, donc attendez, donc on a ça. Donc on a une réforme qui est très dure pour les personnes, pour les gens, pour leur vie, etc. Et à côté de ça, on nous met un index senior qui n'a aucune espèce de caractère contraignant, c'est-à-dire que juste il va falloir publier des chiffres et puis il se passe rien d'autre que ça. Donc moi j'ai comparé ça déjà plusieurs fois à la feuille de salade qu'on vous met dans un plat au restaurant, c'est-à-dire que ça fait décoration, ça fait un peu de couleur, mais à la fin ça ne change strictement rien à la philosophie de la réforme. Et l'amendement, à quoi il sert? Est-ce que c'est bien? C'est pour ça que pour le dénoncer et pour dénoncer aussi le caractère de supercherie complet de cet index senior. Ça fait plus que décoration quand même, cet index senior. Ça s'appelle la transparence. Alors si, non, ça s'appelle pas la transparence. Et en l'occurrence, non seulement ça s'appelle pas la transparence, parce qu'en fait, c'est un index qui ne... Par exemple, dans l'index senior, il n'y a rien sur les conditions de travail avant. Or, la France, il faut le savoir, est le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du travail, qui a le plus de morts au travail. Et donc, les gens qui ont eu des accidents du travail, qui ont eu des maladies professionnelles, en fait, à 63 ans, ils peuvent plus travailler. Et en fait, on parle de la retraite sans jamais parler du travail, parler des conditions de travail, parler des conditions dans lesquelles les gens font leur carrière, parler de ce qu'on appelle la trappe à pauvreté dans le travail, parler de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Tout cela, on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Et surtout avec notre invitée, la députée écologiste de la NUPES, Sandrine Rousseau. Votre collègue Sandrine Rousseau, justement, de la NUPES, Thomas Porte, qui avait été votre porte-parole et qui s'est fait photographier le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été sanctionné de 15 jours de suspension. Alors, votre groupe, la NUPES, a dit que la sanction est excessive. Mais qu'aurait été, selon vous, une juste sanction par rapport à ce geste ? Moi, je pense qu'un rappel à l'ordre ou un rappel au règlement suffisait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'exclure un député pendant 15 jours. Je rappelle que le précédent dans l'Assemblée nationale concernait le député de Fournas qui, lui, a eu un propos qui tombait sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il était au-delà de la loi. Ça n'est pas au-delà de la loi et ça n'est pas dans un hémicycle. Il avait exclu l'Assemblée, si je ne me trompe pas, à cause du tumulte à l'Assemblée, non pas pour son propos. Vous me corrigerez. Sur le fait que ça avait suscité du tumulte, mais précisément, je pense que c'était déjà une argutie pour ne pas aller sur le fond de la chose, qui était que c'était raciste. Alors que dans ce cas-là, donner un coup de pied sur la tête potentielle de ministre, c'est... Déjà, il n'a pas donné un coup de pied, il a juste le pied sur un ballon. Normalement, ça sert un peu à ça. Non, mais après, c'est un tweet maladroit, je ne vais pas vous dire le contraire. Enfin, voilà, mais franchement, moi, l'impression que j'ai eue au moment où ça s'est passé, c'est que vraiment, c'était... Enfin, LREM trouvait enfin le prétexte sur lequel appuyer quelque chose. Ça donne quand même pas une image très digne d'un élu d'avoir cette attitude avec l'écharpe tricolore. Oui, enfin, moi je vais vous dire, moi je reçois des tweets de pas mal de gens, et y compris de députés qui franchement sont pas très à leur honneur. Donc là, il s'est mis en scène sein de son écharpe tricolore et il n'a pas présenté ses excuses après la question lui a été posée. Il n'a pas voulu le faire. Oui, parce que il a estimé que c'était un droit. Vous n'auriez pas fait ce geste, mais vous auriez présenté. Vous dites que c'est maladroit, donc il aurait dû présenter ses excuses et on passe à autre après, et voilà, on était pris dans le feu de quelque chose. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il estime que c'est un droit à la caricature. Moi, je pense que son tweet était maladroit. Je pense que son tweet était maladroit, que voilà, mais que ça ne nécessitait en aucune manière, et je le dis de manière solennelle, pour moi, ça ne nécessitait en aucune manière une exclusion. Mais est-ce que de manière aussi solennelle, on peut rappeler qu'on est dans un pays où il y a des intimidations d'élus, des menaces, et que dans ce contexte-là, voir un élu avec le pied, pardonnez-moi, sur un ballon, l'effigie quand même d'un ministre, c'est peut-être plus qu'une maladresse dans un pays qui connaît quand même des intimidations et des menaces, je le rappelle.
Oui, élus, mais et dont on vous, a d'ailleurs. tous des intimidations et des menaces, tous on en reçoit. Voilà, Il faut tous c'est les pas- condamner, on les ça condamne fait partie. tous. Mais non, mais moi j'ai, par exemple, moi j'ai déposé 5 plaintes. Il y en a une qui a donné lieu à des travaux d'intérêt généraux de plus de 200 heures. C'est tout. Aujourd'hui, il y a rien. Donc je veux dire, pourquoi tout à coup là, maintenant, Mais soudain, cette une- espèce d'emballement. Moi, je pense que voilà, il y avait vraiment une volonté aussi de dire, regardez, c'est eux le problème, pour détourner l'attention de tout le monde du problème principal qui est aujourd'hui la réforme des retraites. Et que LREM assume cette stratégie, Oui, à la limite, pourquoi pas. Regardez, une de vos collègues disait on peut combattre les idées, mais on n'est jamais obligé de s'attaquer aux personnes. Les personnes sont toujours respectables. C'est Marine Le Pen qui dit ça. Et du coup, votre stratégie fait que c'est elle qui apparaît modérée et vous qui apparaissez Oui, enfin, extrémiste. il y a des députés de son camp à Marine Le Pen, notamment une députée qui a par exemple relayé une fake news me concernant en disant vraiment elle nous fatigue, on la supporte plus, avec un mensonge, vraiment un montage totalement mensonger. Bon, bah il s'est rien passé. J'ai pas demandé un arrêt du règlement, j'ai pas demandé un arrêt Elle de nous l'Assemblée fatigue. nationale pour ça. C'était- Donc ça on, va, peut, on peut contester que oui, vous mais sauf que fatiguez. c'était un mensonge qu'elle Mais un relayait. pied Oui, mais sur c'était un un ballon. mensonge sur moi. Donc c'est quand même grave en fait, parce que c'était quelque chose qui était totalement mensonger et qui était vraiment quelque chose, un montage qui avait probablement été fait par l'extrême droite contre moi et qui était totalement mensonger. C'est même les élus RN qui ont reçu des appels indiquant que leur enfant ou un proche était peut-être hospitalisé au moment de la motion Oui, alors référendaire. ça, mais oui, mais vous me regardez vous le comme si condamnez j'avais appelé aussi. ces gens. Je n'ai pas appelé ces Madame gens. Rousseau, hein, vous le donc, condamnez aussi. mais bien sûr que je les condamne. je Et vous dis pas que c'est vous qui mais avez bien appelé. sûr, je le condamne évidemment, évidemment, Malheureusement, on et sans constate aucune que dans notre ambiguïté. pays, nos élus Alors, sont menacés. Sans aucune ambiguïté. Voilà, c'est pour ça qu'un pied sur un ballon peut porter à confusion. Non, mais pas dans 15 l'esprit de jours. C'est pour ça que je vous dis, il fallait un rappel au règlement, pas 15 jours. Alors, vous avez qualifié, dans le cadre de ce débat, l'autre grand parti qui s'oppose à la réforme des retraites, le Rassemblement national, vous l'avez qualifié de parti fascisant. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien que c'est un parti qui, parce qu'il a une histoire déjà, qui est issue de la collaboration en France, et par ailleurs, il a un discours sur notamment les étrangers qui est raciste. Et donc voilà, pour moi, le fascisme porte sur une idéologie selon laquelle nous serions supérieurs aux autres et selon laquelle notre nation vaudrait plus que toutes les autres nations. Marine Le Pen a-t-elle dit ça? Dire quoi? A-t-elle dit que nous étions, enfin je ne sais pas quel est le nous d'ailleurs que vous employez, supérieurs aux autres? En tous les cas, elle dit que la nation doit être protégée de toutes les autres nations et que par ailleurs, moi je l'avais entendu pendant la campagne présidentielle avoir un propos que j'avais trouvé ultra choquant et qui n'avait été pas tellement relevé. De mémoire, c'était sur une matinale d'une radio publique où elle disait qu'elle voulait que les personnes étrangères aient quelques mois pour quitter leur logement et qu'elle était sympa parce qu'elle leur donnait quelques mois pour quitter le logement. Je suis désolée, mais mettre des gens à la rue comme ça, simplement parce qu'ils sont étrangers, non. C'est un propos qui... Les fascisants, ça veut dire pour vous, elle appartient à la même catégorie, par exemple, que Benito Mussolini. C'est le même univers, Marine Le Pen, Mussolini. C'est la même culture politique. Aujourd'hui, donc, elle conteste selon vous les élections, la démocratie? En tous les cas, c'est la même culture politique et c'est la même... Les électeurs aussi. C'est les mêmes racines politiques. Ce sont des millions d'électeurs. Mais alors, ces qui électeurs, mettent, c'est autre chose. Et ces électeurs, moi, j'ai envie de dire à ces électeurs et électrices, attention, parce que... Ne vous trompez pas de combat. Vous avez mal voté. Trompez pas de combat. Pardon ? Vous avez mal voté, vous allez leur dire. Non, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité dans le vote qu'ils ont posé. Ça, j'ai pas de Vous problème avez avec même ça. dit le mot complice. Bah oui, forcément, Ils sont parce qu'ils complices de ont la montée voté. 42% des Français sont complices de la montée du fascisme en France? Oui, je le pense. Donc toutes ces Oui. classes populaires qui ont souvent des difficultés, qui ont souvent du mal à boucler leur fin de mois, sont complices aujourd'hui de la montée. En mettant un bulletin dans l'urne, de Marine Le Pen, ils sont complices de la montée de Marine Le Pen, ça, il n'y a pas tellement de doute. Après, je dis à ces personnes-là que précisément, nous sommes dans un moment de croisement et que tout le monde en a conscience de cela. On en a parlé sur les retraites, mais c'est un moment, un carrefour extrêmement important où nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Et je pense que précisément ce que vous disiez, des personnes qui sont en difficulté, des personnes des classes moyennes, des personnes qui sont en perte de repères, mais aussi en perte de pouvoir d'achat, en perte de tout ce qui a fait les valeurs en fait des années précédentes, et des décennies précédentes, ces personnes-là se raccrochent au passé plutôt que de regarder l'avenir de manière sereine. Et c'est ce que je leur dis. Moi, je leur dis, mais on va devoir changer. Mais par contre, venez avec nous parce que oui, nous vous protégerons. Nous vous protégerons sur le plan de vos conditions de vie. Nous vous protégerons, y compris très concrètement
traitement, par exemple, sur vos maisons qui se fissurent à cause du réchauffement climatique et du retrait gonflement d'argile. Nous vous protégerons de cela. Nous vous protégerons. Mais par contre, sans le nationalisme et sans le racisme. Ça, c'est pas négociable. Comment est-ce que vous expliquez que ces électeurs-là trouvent plus de réponses chez Marine Le Pen que chez vous? Eh bien, parce que Marine Le Pen a un discours qui est facile, qui est de dire, voilà, la nation brave gens et tout est résolu. Ça n'est pas vrai. Et vous ça êtes dans n'est la pas vrai. pensée complexe. Et c'est un mensonge. Et je vous le dis, là, aujourd'hui, le danger principal qui nous menace, c'est le réchauffement climatique et dans une proportion que nous ne mesurons pas. Donc dire c'est la nation, ça n'est pas du tout le bon champ de réponse en réalité. Qu'on soit clair, simplement que je comprenne bien, pour vous, donc, la France est au seuil du fascisme aujourd'hui. En tous les cas, elle est en train de s'habituer trop facilement à des idées fascistes. Et pour vous, l'Italie a basculé dans le fascisme avec Mélanie? Elle en est très proche, oui. Ce sont des mots, j'allais dire, forts qui sont utilisés. Des images, je ne sais pas si elles vous ont fait sourire, mais c'est un point commun que vous avez eu hier avec Marine Le Pen, sans le vouloir. Vous avez été comparé, elle et vous, à des personnages de l'univers d'Harry Potter par un membre du parti Renaissance qui a retiré assez rapidement ses tweets vendredi après-midi. Marine Le Pen était Voldemort, la chef des mange-morts, et vous, une mandragore. Ça fait peut-être sourire ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, mais... ainsi va le débat politique. Le parti affirme que rien n'a été validé. Ça vous a fait sourire? Non, ça ne m'a pas fait sourire, précisément parce qu'en plus, c'était en plein pendant le débat à l'Assemblée sur le tweet de Thomas Porte. Et que moi, je reçois ça, en plus avec le caractère sexy selon lequel ma voix est insupportable. Enfin, je veux dire, au nom de quoi un parti politique se permet-il ça ? Au nom de quoi? Mais par ailleurs, je ne demande pas l'exclusion des députés Renaissance pendant 15 jours de l'hémicycle, même si là, ça nous arrangerait, je vais vous dire, s'ils partaient et si on obtenait une sanction de 15 jours. Mais je ne le ferai pas. Voilà. Encore un mot sur eux, c'est important. L'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, le député de la NUPES, on parle encore d'un autre collègue, c'est Louis Boyard, qui n'a pas hésité à dire dans l'hémicycle que la police tue, est aujourd'hui protégé par la police. Son domicile est sous protection policière, donc cela est nécessaire. Alors, est-ce que la police tue ou elle protège, et fort heureusement, des députés qui parfois lui crachent à la figure? Eh bien, je voudrais dire ma solidarité avec Louis Boyard, parce qu'avoir des menaces, ça n'est pas simple, et avoir son domicile protégé est évidemment un acte fort. Enfin, voilà, donc solidarité avec lui. Après... je rappelle quand même... Avec nos policiers aussi. Non, mais je rappelle que tout ce débat sur la police tue a eu lieu après, notamment, les manifestations des Gilets jaunes, qui ont été particulièrement violentes contre les Gilets jaunes. Les forces de l'ordre ont été particulièrement violentes vis-à-vis des Gilets jaunes. De la jeunesse. Je rappelle qu'il y a eu près de 2500 de mémoire, je crois que c'est... ciblés. Il ne parle pas des Gilets jaunes. Oui, mais moi je finis sur les Gilets jaunes et après je vous parlerai du reste. Mais je crois qu'il y a eu entre 2500 et 2800 blessés Gilets jaunes, manifestants, dont certains ont perdu un œil. Donc là, on était dans un maintien de l'ordre, notamment lié au préfet allemand, mais aussi sans doute aux consignes de Gérald Darmanin, qui était indigne d'une démocratie. Je le dis, indigne d'une démocratie. Par ailleurs, il y a eu des morts liées à des actions policières. On l'a vu sur un contrôle d'identité, sur un refus de s'arrêter et un refus de... Ce qu'il dit, c'est la police tue. Moi, je dis, il y a des policiers qui ont tué. Et il y a aussi des policiers qui protègent. Et c'est précisément pour cela que la police doit aussi faire son autocritique sur les méthodes de maintien de l'ordre. Et que par ailleurs, il doit y avoir... Il y a le plus d'enquêtes. Il doit y avoir une sortie de l'IGPN de la police pour que ces enquêtes soient véritablement indépendantes et qu'il y ait une justice qui passe correctement sur les violences policières quand elles existent. Oui, il y a des policiers qui tuent. Oui, mais c'est très différent de la police tue. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a des policiers qui tuent. Mais pour vous, d'abord et avant tout, la police protège aujourd'hui ou elle est d'abord un problème? La police a pour mission de protéger quand même. Et elle protège? Elle a votre soutien?
Heureusement qu'elle protège. Enfin, au nom de quoi une police ne protégerait pas. Par contre, une police. Monsieur Boyard, il dit que la jeunesse aurait peur qu'elle est ciblée par les policiers. Donc on s'étonne en écoutant cela. Mais on se la police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur. La police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur. Oui, mais elle a des consignes de maintien de l'ordre. Et en l'occurrence, ça varie selon l'histoire. On l'a vu en mai 68. Tout le monde a salué l'action de la police précisément parce qu'il n'y avait pas eu de blessés ou de morts, alors qu'il y aurait pu y en avoir si la police avait eu des consignes très différentes. Nous avons vu pendant les Gilets jaunes à quel point une répression violente avait des conséquences sur les blessures des manifestants et combien, en fait, ces personnes, combien l'ordre social était menacé par la manière dont les... Est-ce qu'une élue de la République peut dire aussi, oui, on a une police qui protège, oui, dans un pays où on a eu des chocs et des attentats, heureusement qu'on a des policiers, femmes, hommes, courageux. Mais c'est même pas que les attentats, c'est oui, on a une police qui protège pour surveiller les excès de vitesse, oui, on a une police qui protège contre les cambriolages, oui, on a une police qui protège contre les attentats, c'est évident. Mais ce n'est pas forcément pour votre collègue. Mais ne nous voilons pas la face sur les violences qui ont été commises lors de certaines manifestations et par la violence de certains des policiers. Et ces policiers-là doivent être sanctionnés à la hauteur des violences qu'ils commettent. Ils le sont très souvent. Les policiers qui sont dans les manifestations, justement. Je ne dirais pas ça, pour la simple raison qu'en Angleterre et en Allemagne, par exemple, il y avait des manifestations extrêmement violentes, notamment de hooligans, et que le changement des techniques de maintien de l'ordre ont fait que les manifestations sont devenues pacifiques. Donc en fait... les éléments violents dans une manifestation, il peut toujours y en avoir. La manière dont on gère cette manifestation a une conséquence sur la diffusion de cette violence ou pas. André Nonceau, vous-même, vous aviez salué, je crois que c'était à la matinale d'Europe 1, la doctrine du maintien de l'ordre là pour ces manifestations contre la réforme. Non, mais je peux vous le redire 15 fois, mais oui, là, les manifestations se passent bien, notamment parce que la doctrine de maintien de l'ordre a été modifiée. Parmi les manifestants, il y a des policiers aussi qui s'inquiètent justement de leur retraite. On va aller sur le fond de ce sujet, Nicolas Barré. Il y a une manière dont on aborde assez peu dans cette affaire sur les retraites, c'est le conflit entre les générations. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme qui allège leur fardeau ? La question est posée comme ça dans pratiquement tous nos pays voisins, en Allemagne, ailleurs, etc. En France, non. Est-ce que ce n'est pas pourtant l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme Alors je crois que cette réforme est à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations. Mais alors vraiment à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations. Précisément. Ça allège le fardeau pour les jeunes générations. Mais non. Alors ça c'est vraiment. Non mais pour le coup ça c'est l'idéologie. Ça c'est des faits. Mais non, c'est de l'idéologie qui nous envoie dans le mur. Parce qu'en fait, si nous faisons cette réforme, nous allons faire de la productivité, productivisme. C'est ce qui les envoie dans le mur. Nous avons atteint les limites de la planète. C'est quelque chose qui est nouveau finalement dans notre humanité. Nous allons devoir faire avec la limite. Et précisément, tout le récit des 30 Glorieuses, tout le récit de l'après-guerre a été de s'émanciper des limites. Là, la planète est tellement dégradée aujourd'hui qu'elle nous impose sa limite. Allons-nous être en capacité d'accepter cette limite ? Eh bien, quelque part, la question se pose là sur les retraites. L'écologie, ça n'est pas une écologie des cols roulés. Non mais attendez, l'écologie, ça n'est pas une écologie des cols roulés. C'est une écologie de la limite de notre activité économique et de notre dégradation. Tout ça vont devoir supporter le coût de la transition énergétique, vont devoir supporter tout. Et c'est des coûts énormes. Donc si en plus... mais enfin, on ne résout aucun problème en l'aggravant. On ne résout aucun problème jamais en l'aggravant. La question, c'est qui paye pour le droit à la paresse ? Qui va payer ? Mais là, il suffit... vraiment... On est sur l'épaisseur du trait. Mais qui va payer votre droit à la paresse ? Plein de personnes. Mais par exemple, ceux qui perçoivent les super dividendes, par exemple les super profits, par exemple les grandes entreprises. Enfin, là, il y a vraiment. Mais on est sur l'épaisseur du trait, donc il n'y a rien à payer. En fait. C'est vraiment minime ce qu'il y a à payer. Et il y a plein de personnes qui peuvent payer parce qu'il y a plein de personnes qui se sont enrichies indûment pendant ces 10 dernières années. Si je vous entends bien, vous parliez d'un droit à la paresse ces derniers temps, mais si je comprends bien cette idée qu'il faut ralentir la production, même décroître, il y a presque un devoir de paresse que vous nous proposez finalement. Oui,
Vous avez raison. Au fond, c'est presque un devoir de paresse et c'est presque un devoir de ralentir. Et pour préserver nos enfants, si vous regardez vos enfants en leur disant je vous aime, alors il faut aussi avoir les actions qui correspondent à cet amour et leur dire oui, il nous faut ralentir. Alors, vous avez ce devoir de paresse, mais de l'autre côté, on est passé du droit au devoir, mais qui le paye, si je peux me permettre? Mais il y a, encore une fois, Total qui fait 13 milliards de dividendes, ils peuvent très bien payer. Même 20. Oui. Pardon? Oui, 20 milliards. De profit. 20 milliards de profit, 13 milliards Exactement. de dividendes. Donc ils peuvent le faire. Enfin, je veux dire, au nom de quoi cette entreprise qui pollue? Alors pour le coup, là, on est vraiment dans la pollution la plus majeure, l'aggravation de notre problème climatique mais de manière incroyable. Et on les laisse faire 13 milliards de dividendes et s'enrichir et faire enrichir des gens qui prennent des actions chez Total. Mais non, un quart de ces bénéfices sont réinvestis dans les énergies dites propres. Non, non. Total est en train de mettre beaucoup d'argent sur un projet qui s'appelle ICOP, qui va de l'Ouganda en Tanzanie, en Afrique. C'est loin de chez nous. Beaucoup d'argent pour développer des énergies propres, pour développer du solaire, pour développer de l'éolien, etc. Si, ça, écoutez, ce sont des faits. C'est la feuille de salade. Hein. C'est toujours pareil, c'est qu'on est sur la feuille de salade. Alors, non, mais on a plein de feuilles de salade. D'ailleurs, je pense qu'on est presque dans une économie de la feuille de salade. Arrivons au cœur de la salade. Quel est le projet dont vous parlez ? Donc le projet ICOP, c'est un projet qui est un projet de pipeline qui va d'Ouganda en Tanzanie et qui traverse le lac Victoria, qui traverse des écosystèmes qui sont extrêmement précieux, des ressources en eau douce indispensables pour les populations. La mise en place de ce pipeline va générer des déplacements de dizaines de milliers de personnes. Et tout cela se fait pour aller chercher de nouveau du pétrole et émettre à la fin 34 millions de tonnes, 34 millions de tonnes de CO2. Mais où est-on? Et ça fait 13 milliards de dividendes et ça fait 20 milliards de bénéfices et on ne réagit pas. Et quand ils investissent sur du renouvelable, vous trouvez que ça... Enfin, vous passez ils n'investissent pas sur du renouvelable, ils investissent sur ICOP là aujourd'hui. Et en plus, avec la complicité de l'État français sur place, tous les opposants et des associations environnementales ont des problèmes, sont menacés, etc. Et nous, on cautionne ça et on peut se regarder dans la glace en disant « Ah, mais non, mais regardez, on investit sur 3 éoliennes. » Non. Non, vraiment pas. Alors, question, vous parliez d'une société qui doit redécouvrir le sens de la limite, presque de la contrainte à certains égards. Certains écologistes nous disent qu'on doit aujourd'hui limiter le droit de voyager, les gens, par exemple, en avion. Est-ce que vous êtes de celles qui diriez aujourd'hui il faut limiter le nombre de voyages par avion autorisés aux Français par année, limiter le nombre de déplacements? Il faut surtout limiter le déplacement des marchandises qui font le tour du monde et le transport routier notamment a énormément augmenté, donc et on doit absolument réduire le transport des marchandises. Il faut laisser non mais ça c'est au cœur de la transformation écologique que nous avons à faire et du débat que nous devrions avoir. C'est-à-dire que voulons-nous garder et de quoi sommes-nous capables de nous passer? Pourriez-vous envisager cette idée? Vous avez le droit Laissez-moi juste terminer. De quoi avons-nous absolument besoin? Que voulons-nous absolument garder et que voulons-nous lâcher? Si nous voulons absolument garder le transport des personnes pour leurs loisirs, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait noble. Mais dans ces cas-là, il faut diminuer le transport des marchandises de manière massive. Et en fait, c'est ces arbitrages-là que nous devons faire. Et nous ne pouvons pas dire on continue à développer le transport des marchandises et on restreint jamais le transport des personnes en avion. C'est pas possible. On a atteint la limite, on ne peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Et là, c'est ce débat-là qu'on devrait avoir démocratiquement. Qu'est-ce qu'on doit diminuer? Et moi, je dis, le transport des marchandises, la consommation de viande, tout ça, c'est assez simple, en fait, de le diminuer. Par contre, je suis pour les libertés individuelles et je suis pour qu'on continue à avoir des vacances, notamment d'où le droit à la paresse et la diminution du temps de travail. Jean-Luc Mélenchon a dit cette semaine sur un plateau de télévision qu'Adrien Quatennens a vécu, je cite, 6 mois horribles, qu'il a, je cite de nouveau, souffert, qu'il a été puni, que le traitement qui lui est fait est répugnant, etc. etc. Et il faut bien le constater, il n'y a pas eu un mot dans cette longue diatribe sur l'ex-compagne d'Adrien Quatennens, qui est la victime. Tout cela a été reconnu de violence conjugale dans cette affaire. Est-ce que ça vous a choqué, Sandrine Rousseau? Oui, ça m'a choqué. Et je le dis avec la ferveur et la solennité qui convient aussi de dire il y avait une décision du groupe LFI qui était... que pendant 4 mois, il était sorti du groupe LFI, il était exclu du groupe LFI. 4 mois, c'est le temps de la peine avec sursis dont il a écopé suite au jugement. Le minimum, et je le dis avec beaucoup d'émotion, mais le minimum, c'est qu'il ne prenne pas la parole pendant 4 mois. C'était pas grand-chose.
il n'en mourrait pas, mais c'était un respect dû aux femmes qui subissent des violences. Et c'est un respect dû au combat contre les violences intrafamiliales. 4 mois, ça n'était pas la mort d'un héros, c'était juste le respect des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et là, je ne comprends pas, et je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection pour un proche, ce que je comprends, enfin je comprends bien l'affection, mais je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection au-dessus de combats politiques aussi importants que celui de la sécurité des femmes. C'est peut-être que Jean-Luc Mélenchon, fondamentalement, ne comprend pas ces enjeux, vous pensez ? Je ne sais pas quel est son état d'esprit là-dessus et je ne m'avancerai pas, mais en tous les cas, moi je dis que les combats politiques ne sont pas à hiérarchiser et que le combat des femmes n'est pas quelque chose que l'on instrumentalise au moment d'une campagne et que l'on oublie le lendemain. Et en l'occurrence, là, 200 000 femmes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont victimes de violences conjugales chez elles. Que pense-t-elle quand elle voit ces images-là ? Elle pense que toute la société est contre elle. Elles pensent qu'elles ne sont pas protégées par la société. Donc non, c'est inadmissible. Enfin, c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et 4 mois, c'est le minimum. 4 mois. C'est ce qui a été décidé par le groupe. Moi, personnellement, j'aurais préféré une sanction supplémentaire. Dont acte, c'est 4 mois. Laquelle ? 4 mois, c'est... pendant 4 mois, ils ne parlent pas. Quelle et vraiment, c'est une question de dignité, de décence, mais aussi de dignité de nos combats politiques. Vous auriez souhaité une sanction supplémentaire, laquelle ? Mais moi, j'avais dit qu'il fallait qu'il se représente devant ses électeurs et électrices, puisque le contrat au nom duquel il avait été élu n'était pas respecté. Mais voilà, le minimum, c'est la sanction qui a été décidée par le groupe. C'est important ce que vous dites qu'il se représente, c'est-à-dire que c'est à ce prix-là, non, mais c'est à cette condition-là qu'il pourrait réintégrer légitimement l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, il y a, selon vous, même si au-delà du délai de 4 mois, on dirait qu'il y a un parfum d'illégitimité qui plane sur lui. Les faits ont été connus a posteriori, donc je pense qu'il aurait dû démissionner et se représenter. Oui, après, si ça n'a pas été la décision collective, je la respecte, cette décision collective. Mais je dis juste, il y a une décision qui a été prise, c'est 4 mois. On ne va pas en ces images, Sandrine Rousseau, il y a certains de vos collègues qui ont applaudi, dont des femmes. Vous avez quitté l'hémicycle. Là, ce sont 2 réactions à l'opposé dans un même groupe. Oui. Ça vous a, choqué, c'est peut-être pas le mot, parce que vous en parlez avec émotion, mais ça a dû vraiment, vous ébranler dans vos convictions quand vous voyez dans votre propre groupe que certains applaudissent. Ah mais je vais vous dire, si le combat pour le respect des femmes était si universellement mené que les discours politiques le laissent entendre, nous aurions déjà gagné bien plus de batailles que nous en avons gagné. Donc je savais qu'il y avait des différences entre les postures et la réalité de ce combat. Mais là, je le dis, vraiment, c'est 4 mois. Il n'y a jamais aucun homme politique qui est mort d'avoir 4 mois de silence. Là, en l'occurrence, c'était nécessaire. Mais vous interprétez comment alors ces applaudissements ? Pour vous, une partie importante de la NUPES est indifférente par rapport au combat lié aux violences sexuelles ? Je ne sais pas comment l'interpréter, si ce n'est de dire que, en tous les cas, l'image que ça renvoie, c'est qu'on applaudit un homme qui a été condamné pour violence conjugale. Vous l'avez appelé ? Sandrine Rousseau, vous avez discuté avec Adrien Quatennens ? J'ai discuté avec lui, oui, mais avant son interview à BFM et avant sa condamnation, oui. Mais une fois que les faits étaient connus, entre la révélation des faits et sa condamnation. Vous ne voulez pas nous en dire plus ? Vous avez dit peut-être vous lui avez conseillé peut-être de ne pas parler, revenir assez vite. Non, j'ai discuté avec lui de ce que c'était les violences, le combat contre les violences et tout ça. Après, je ne m'étendrai pas sur une conversation qui était... Il y a l'affaire, et c'est une affaire, Adrien Quatennens, et puis il y a le cas, car c'est pas une affaire, Julien Bayou, la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts a clos le dossier de M. Bayou, faute de témoignages. Après que le patron des Verts ait été mis en cause par vous-même à la télévision, affirmant que l'une de ses ex-compagnes avait pointé des comportements de nature à briser la santé mentale des femmes. Alors aujourd'hui, dossier clos, ça n'a pas abouti, aucune plainte judiciaire n'est arrivée, et vous avez persisté, et vous persistez et signez quand même sur ce cas-là. Ça interroge dans votre, je vous le dis sincèrement, dans la sincérité de votre combat. C'est-à-dire que cet homme, aujourd'hui, il n'y a pas de plainte contre lui, il y a un dossier qui est clos. Pourquoi vous le... Mais il y a 6 femmes qui ont parlé à des journalistes. Donc, je veux dire, moi, la question que me pose cette affaire, c'est comment se fait-il que des femmes se soient senties davantage en confiance, 6, de parler à des journalistes plutôt qu'à une cellule interne à un parti ? Et je pense que c'est ça la question politique face à laquelle nous sommes. C'est que moi, je ne présume pas de ce qui s'est passé et de l'innocence ou de la culpabilité de Julien Bayou. Je
Je me positionne juste sur le processus qui a été mis en place et qui manifestement n'a pas suffi à avoir la confiance des femmes qui ont parlé et qui pourtant ont été en confiance pour parler Donc à c'est de la des faute journalistes. de la cellule interne Donc, en d'Europe fait, Écologie Les Verts je qui n'a pense pas que- su recueillir. Non, mais je la pense parole que de les ces partis femmes. politiques, et on le voit avec la discussion précédente, les partis politiques aujourd'hui ne se sont pas dotés d'outils permettant véritablement de donner un espace qu'on dit dans les milieux militants safe de parole pour que des personnes puissent parler Il y en a quand même toute Si une elles ont donnée. parlé aux Est-ce que ces journalistes pour- femmes ont forcément raison? Mais elles n'ont pas forcément raison. Mais par contre, elles doivent être entendues dès lors qu'elles ont Donc fait elles ne la disent pas demande. forcément la vérité. Ah ben, personne ne dit a priori la vérité. Ni d'un Important, côté, ni de Ce qui ne l'autre. vous empêche pas de vous faire écho de leurs propos. Je dis et je le répète et je le répéterai, la parole des femmes, à partir du moment où elle est posée, doit être entendue. Nous sortons de siècles, où la parole des femmes a systématiquement été délégitimée, ridiculisée, où elle a été moquée, elle a été niée, elle a été oubliée, elle a été niée. On s'est battu contre cette parole des femmes. Là, le mouvement MeToo, pour la première fois, ouvre une brèche dans ce silence patriarcal de siècles Vous de avez lutte jeté, contre les violences. Sandrine Rousseau, vous avez jeté Aujourd'hui, un il nom faut en entendre pâture. cette parole. Vous avez jeté un nom en pâture. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai jeté, puisqu'il avait lui-même sorti l'affaire quelques mois avant. Mais- et moi, j'ai juste, diriez-vous- alors qu'on me posait une question, j'ai répondu en Diriez-vous toute sur- vérité. Diriez-vous sur Julien Bayou, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. De temps en temps, quelqu'un doit écoper, même s'il n'est pas coupable. Non, je ne dirais pas qu'on fait d'omelette sans casser des œufs. et Mais je on ne peut dirais lancer son pas nom comme ça dans l'espace ça. public. Mais ce n'est pas moi qui ai lancé son nom. Ça n'est pas moi Vous qui ai avez lancé relayé son nom. l'accusation. Ben oui, enfin, ça, Des j'ai- gestes j'ai parlé- susceptibles de j'ai casser la parlé santé mentale, de briser la j'ai santé parlé mentale des d'une femmes. femme. Mais je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans les questions qui me sont renvoyées là-dessus, c'est que si on avait posé avec tant d'agressivité et de vigueur, ne serait-ce que 10% des questions qui m'ont été adressées à Julien Bayou, peut-être qu'on aurait fait avancer un peu la question de l'égalité. Vous pensez que s'il Mais était là, assis à en votre fait, il y a place un aujourd'hui, déchaînement contre moi depuis que j'ai parlé, depuis que j'ai dit ça. J'entends. Il y a un déchaînement contre moi. Et je me dis, mais qui veut-on tuer? Le messager ou le message? Et vous distinguez, je devine, la critique et le déchaînement. Et c'est une vraie question. vous voulez dire que si M. Bayou était à votre place là aujourd'hui en direct, on ne lui poserait pas des De questions fait, aussi ça n'a vigoureusement? jamais été le cas. Bah, oui, encore faut-il qu'il Oui, mais, Il puisse de être là. fait, ça n'a jamais été le cas. Non, mais Oui, mais enfin, c'est une question, en fait. C'est une question profonde. Mais moi, ce Il y a- qui m'interroge, c'est Hmm. quand même, nous vivons une séquence, Madame Rousseau, il n'y a pas eu de plainte. Donc, quelles leçons devons-nous tous tirer collectivement alors que certains ont Bah, les parlé leçons d'une que nous affaire devons- Bayou alors qu'il n'y a pas d'affaire à Ah, cette je affaire. rappelle qu'en France, le nombre de viols, là, il ne s'agit pas de viols, mais le nombre de viols qui finit par une condamnation, c'est 0,7%. Donc, je pense que on peut se dire assez objectivement que la justice n'est pas à la hauteur et que, la procédure judiciaire n'est pas Une à la femme hauteur qui allait de porter de plainte. l'enjeu Oui, mais du pourquoi ne nombre pas de saisir viols quand même en la France. justice? Pourquoi ne Pardon pas saisir quand même la justice? Ça veut dire qu'elles pensent qu'elles n'auront pas une écoute attentive de la part des Vous les magistrats. encouragez Mais ce je matin, vais ces vous femmes dire, dans autour les de- années 80, il y a eu tout un tas de scandales qui étaient des scandales financiers. Et la justice s'est montrée peu efficace aussi pour gérer la question des politiques qui utilisaient l'argent de manière illégale ou au titre de profit personnel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, qui est une instance entre la justice et le politique, qui a pour mission de regarder les comptes et de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement, etc., et qui peut elle-même saisir la justice. Je pense qu'aujourd'hui, le combat qui est devant nous dans le milieu politique est de créer une instance qui soit indépendante des partis et qui pourrait être une intermédiaire, comme ça, un intermédiaire entre la justice et la politique. Mais j'ai envie de dire aux partis qu'il ne faut pas non plus attendre que, la création ex nihilo d'une haute autorité de lutte contre les violences, par exemple, mais que Et vous les l'avez fait, partis vous avez créé votre propre autorité. pourraient externaliser leurs cellules. Parce que ça, moi, C'est pas quand la j'avais justice créé... dans notre pays. Non, mais Incroyable. Non, Donc, il mais y a la très bien. justice, il y a le comité indépendant. 0,7% Pas à des l'intérieur viols des qui partis, sont pas la condamnés. justice entre Mais les dans ces partis cas-là, et la pourquoi vous dénoncez pas la HATPV? Pourquoi vous ne dénoncez pas la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique? C'est pas la justice. C'est pas la justice. Pourquoi
pourquoi vous ne la dénoncez pas? Pourquoi sur l'argent c'est acceptable et pourquoi sur les violences ça ne l'est pas? Donc il faut Parce qu'en fait, on a un ordre social qui accepte les violences. C'est ça la réalité. Et que ce que j'essaye de faire, c'est que nous n'acceptions plus les violences. Et que ce ne soit et que ça devienne inacceptable dans la société d'une manière générale. Quitte à ce qu'il y ait une forme de délation, pardonnez-moi, quand il n'y a pas d'accusation. Mais où est-ce que vous avez vu une accusation? Moi, j'ai relayé la parole d'une femme. Et oui, je le referai. Et je le referai autant de fois qu'il sera nécessaire pour bouger l'espèce d'impunité qu'il y a dans la manière dont les femmes sont traitées, et en politique, et dans la société. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour ce grand rendez-vous. Restez avec nous sur CNews avec votre émission Les Grands Destins. Et puis sur Europe 1, balade en France. Allez, une balade en ce dimanche. Merci à mes camarades évidemment, Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. À très bientôt.